Donc nous en étions restés au fait que la Louisiane redevient française par le traité secret de San Ildefonso, donc en 1800. Et donc celle-ci est à nouveau française. Mais qu'est-ce que la France récupère? Quel est l'état de la Louisiane en 1800, à l'heure de redevenir française? Eh bien tout d'abord, il faut se rappeler, comme je l'avais dit dans la première vidéo, qu'elle recouvre un territoire qui est extrêmement vaste. Donc sur le papier, ça fait 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 17 fois la France contemporaine. Donc 17 fois la France contemporaine, vous imaginez ce que c'est. C'est un territoire qui est extrêmement vaste. Et aujourd'hui, s'il vous reste un seul État appelé Louisiane aux États-Unis, eh bien ces 17 millions de kilomètres carrés recouvrent l'équivalent de 12 États américains actuels. Elle part des confins de l'ancienne Nouvelle-France, donc qui était plus grande que le Québec actuel aussi, ça il faut le rappeler, je vous renvoie à la carte de la première vidéo que je vais sûrement remettre dans celle-ci. Donc elle part des confins de l'ex-Nouvelle-France et elle vient lécher les bords de l'océan Atlantique avec le delta du Mississippi. Très grand fleuve, très important, on l'a déjà dit aussi. À l'est, les Rocheuses. Oui, ça va jusqu'à la barrière des Rocheuses. Et au-delà de celle-ci, sont les possessions espagnoles, puisque l'Espagne a encore de nombreuses terres en Amérique. Et je l'ai dit la dernière fois, celles-ci ne vont se déclarer indépendantes qu'après les guerres napoléoniennes, puisqu'elles ont été coupées de la métropole qui n'a pas pu bien les gérer durant cette période assez dure pour l'histoire de l'Espagne, qui est 1808-1815. Et enfin, à l'ouest, par-delà la barrière des Appalaches, vous savez, cette fameuse chaîne de montagnes assez basse qui a pendant très longtemps constitué la frontière des États-Unis, mais c'est le cas à l'époque. À l'ouest, vous avez les Appalaches, les jeunes États-Unis, et enfin, au sud-ouest, la Floride, qu'on a déjà évoquée, qui reste espagnole, même si les Français auraient aimé la récupérer. Et malgré ces 40 ans de domination espagnole, eh bien en fait Madrid ne s'est jamais vraiment occupé de la Louisiane, qui est restée une possession sur le papier, théorique, mais en fait Madrid n'a pas fait grand chose là-bas. En fait il n'y a pas eu d'hispanisation des habitants, mais plutôt même, et alors qu'on est sous domination espagnole je le rappelle, une francisation des quelques Espagnols qui étaient présents sur place, ainsi même qu'une partie des Indiens qui se sont fondus dans la société locale. Il faut ajouter à cela le vieux fonds ancien de colons français qui était parti du temps où la Louisiane était française sous l'Ancien Régime. Je vous avais dit qu'ils n'avaient pas été nombreux, mais il y en avait tout de même quelques-uns. Et à ceux-ci se sont ajoutés donc les quelques Espagnols qui sont venus, les Indiens qui sont déjà sur place, et quelques Allemands qui ont été envoyés là-bas du temps de la compagnie du Mississippi de l'eau. Donc je vous l'avais dit, c'était une compagnie qui avait tenté de faire fructifier la Louisiane au temps du ministre Law, en 1720 à peu près, mais celui-ci, qui avait tenté aussi d'introduire le papier-monnaie en France, c'était la première fois, a connu une banqueroute, une catastrophe de son système qui n'a pas marché. Bon, ce sont des raisons qui dépassent le cas de cet exposé, mais donc ça l'a empêché, parce que c'était lié à la Louisiane, le développement de celle-ci, et il y a eu quand même quelques colons qui sont partis, dont des Allemands, puisque les Allemands sont un peuple qui a beaucoup plus émigré que les Français. Et tout ça forme une société coloniale à laquelle il faut ajouter des esclaves. Ça, il ne faut pas non plus négliger. La moitié de la population de la Louisiane que récupère la France sont des esclaves. Mais aussi des Acadiens. Donc qu'est-ce que c'est que les Acadiens? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Cajuns. Alors en fait, faut pas faire faut justement pas se tromper. Ce qu'on appelle les créoles en histoire, ça ne désigne pas les anciens esclaves qui sont devenus libres, mais cela désigne les colons européens qui sont partis en Louisiane ou dans les Antilles. Donc vous avez des colons, comme je l'ai dit, français qui sont partis en Louisiane sous l'Ancien Régime, et ce sont ceux-là qu'on appelle les créoles. Et à côté, vous avez les Acadiens qu'on appelle aujourd'hui les Cajuns. Donc les fameux Cajuns qui parlent français descendent de ce qu'on appelle les Cadiens, les Acadiens. C'est ceux qui ont été forcés de quitter le Canada après la perte de celui-ci. Donc vous avez toujours les Québécois aujourd'hui qui parlent français, le contraire serait connu, mais il n'y avait pas qu'au Québec même, le Québec que l'on connaît actuellement, où des populations francophones habitaient. Il y en avait aussi en Acadie, et ces Acadiens ont été chassés
de manière extrêmement dure, extrêmement violente. Il y a eu beaucoup de morts par les Anglais, et beaucoup se sont enfuis et ont gagné le reste de l'Amérique, et dont la Louisiane. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez encore ce que je viens de dire, ce qu'on appelle les Cajuns, les Cadiens, qui parlent français. Bon, il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu, mais c'est un terroir qui reste important aux États-Unis. Vous avez toute une culture cadienne, de la musique cadienne, et c'est assez intéressant d'entendre ce français qui n'est plus le nôtre résonner encore en 2013. Eh bien, ils descendent de tous ces gens-là qui sont partis du Canada. Et cela s'ajoute à tous les gens que j'ai déjà dit, les Allemands, les anciens Français, les quelques Espagnols, les Indiens, les esclaves et les Cadiens. Il faut aussi rajouter à tout cela une population plus récente par rapport à la date que l'on étudie. Ce sont les colons qui ont été chassés de Saint-Domingue. Donc je le répète, l'île de Saint-Domingue, donc République dominicaine, Haïti aujourd'hui, était une importante possession française et espagnole, parce qu'il était coupé en deux, qui rapportait beaucoup à la couronne. Et pendant la Révolution, les esclaves se sont libérés, se sont révoltés. Ils ont été menés par le fameux Toussaint Louverture. Et les Français n'ont jamais réussi, malgré une expédition de Bonaparte et après une tentative de Louis XVIII à la Restauration, ils n'ont jamais réussi à reprendre l'île de Saint-Domingue, qui est devenue indépendante. Et la partie française, c'est aujourd'hui Haïti. Donc vous avez toute une partie des colons français qui ont été chassés de Saint-Domingue par cette révolte et qui se sont enfuis en Louisiane. Et les tout derniers, les plus récents qui s'ajoutent à toute cette population qu'on a décrite, ce sont les Français de métropole qui, cette fois, ont fui le désordre de la Révolution, car le contraire là aussi serait connu, tout le monde n'a pas accepté la Révolution française, tout le monde n'était pas d'accord avec ce qui se passait en France, et vous avez une partie qui a fui en Europe, d'autres les officiers qui se sont mis au service des autres puissances européennes, et qu'on retrouve jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes par exemple dans les rangs de la Russie. Vous avez par exemple le général Langeron, un Français qui commande à Austerlitz, mais dans l'armée russe, donc c'est un exemple. Et bien vous avez toute une partie des Français qui sont partis en Louisiane. Donc là je vous ai cité une liste impressionnante quand même de populations qui viennent de beaucoup d'endroits différents, mais mis bout à bout, cela ne fait toujours que 50 000 colons en 1803. Donc vous avez 50 000 colons qui occupent un tiers des actuels États-Unis. C'est-à-dire que c'est un territoire qui, sur le papier, est immense. Je le répète, 17 millions de kilomètres, 12 États américains, mais qui en fait est totalement sous-peuplé. Et ça a été le grand problème d'une bonne partie des colonies françaises, c'est qu'elles étaient sous-peuplées. C'était aussi le cas du Canada, de la Nouvelle-France. Et c'est pourquoi la Nouvelle-Angleterre, donc à l'est, nord-est des actuels États-Unis, vous aviez énormément de populations qui ne demandaient qu'à acquérir de nouvelles terres, parce qu'ils se sentaient déjà un petit peu à l'étroit. Et le Canada n'a jamais pu tenir sur la durée face à cette masse importante de population. Et c'est aussi pour ça qu'on a perdu nos colonies à l'époque, c'est que le français ne se sent pas si mal que ça en France finalement, et n'émigre pas. On dit toujours la révolution, oui, mais comme je viens de le dire, finalement vous avez très peu de Français qui ont émigré, là où vous avez énormément d'Américains, donc de Britanniques qui sont partis. Et ça c'est une chose qui est très intéressante à étudier. Ça montre que l'on vivait pas si mal en fait que cela en France. Et un des grands problèmes qui ont mené à la Révolution, c'est qu'en fait, les inégalités étaient plus flagrantes qu'ailleurs, et notamment la répartition de l'impôt, où en France vous avez beaucoup plus d'impôts directs, donc qui se voyaient, que d'impôts indirects, alors qu'au total, un Anglais paye beaucoup plus d'impôts qu'un Français en 1789, seulement il ne le voit pas. Donc c'est une petite digression qui est là encore très rapide parce que ce n'est pas le sujet, mais ça montre que tout a une explication. Vous n'avez pas beaucoup de personnes à la Nouvelle-France ou en Louisiane à cause de cela également. Et il serait intéressant de revenir sur les causes de la Révolution qui sont plus profondes que ce que l'on veut bien dire. Et donc l'essentiel de ces 50 000 colons se concentre en plus dans le delta du Mississippi, notamment à la Nouvelle-Orléans, qui architecturalement et culturellement parlant est à l'époque un bout de France totalement outre-Atlantique. Et d'ailleurs les Espagnols, je vous l'ai dit qu'ils ont respecté la culture française sur place, et bien ceux-ci ont permis la reconstruction à l'identique de la Nouvelle-Orléans, les noms de rues en français compris, après un terrible incendie des années 1780. Donc à part le delta du Mississippi et la Nouvelle-Orléans, le territoire est tout à fait sous-peuplé. Ce territoire produit alors du sucre, comme dans les Antilles, un peu d'indigo, qui est un colorant qui est fort apprécié, un peu de coton et de fourrure,
mais en très petite quantité. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un territoire qui est sous-exploité, sous-peuplé et sous-exploité. Toutefois, les forêts y sont bien sûr très très vastes, et le commerce du bois très important. Il faut dire qu'à l'époque, on consomme toujours beaucoup de bois, donc notamment pour le chauffage, pour le mobilier, pour toutes diverses sortes de constructions, dont la marine. Les navires sont encore totalement en bois à l'époque, même s'ils commencent à être doublés en cuivre pour aller plus vite et pour éviter que les tarés, c'est-à-dire des sortes de vers, de parasites, ne rongent le bois. Mais à part ça, tous les navires sont en bois. Et pour faire un vaisseau de ligne, donc un vaisseau de ligne c'est un vaisseau important, c'est un navire de bataille, c'est le plus gros de l'époque, il est au-dessus d'une frégate, il comporte entre 74 et 120 canons, a un équipage avec troupes comprises qui peut aller jusqu'à 1000 personnes, ça coûte 1 million de livres, donc de livres tournois, de livres d'Ancien Régime, c'est-à-dire énormément, et il faut plusieurs milliers de chaînes pour faire un vaisseau de ligne, plus des résineux pour faire les mâts. Donc le bois est à l'époque une denrée vitale pour la marine, donc une denrée vitale pour qui prétend à être une grande puissance, puisque lorsque vous avez des côtes, vous ne pouvez pas prétendre une grande puissance si on ne s'intéresse pas à la marine. Et le simple fait d'avoir des colonies, cela veut bien dire qu'on a eu un moment ou un autre une marine, et celle-ci est très importante pour les liaisons déjà à l'époque avec la métropole. Et c'est aussi pour ça que je l'avais dit dans la dernière vidéo, que la Révolution a tenté de reprendre les Antilles. Et en 1796, le général Collot, CO2LOT, avait été envoyé en inspection en Louisiane pour commencer à préparer le terrain, et il avait fait un mémoire, parce qu'à l'époque c'est une sorte de rapport qu'on écrit en fin de mission pour mettre au courant le gouvernement, et donc il a fait un mémoire sur la nécessité d'avoir la Louisiane, dans laquelle il dit « Le bois, matière stratégique pour la marine, est la condition de la suprématie française. Cela milite en faveur de la reconquête de la Louisiane. » Donc on ne peut pas être plus clair. La Louisiane est un territoire qui est important, qui est très vaste, qui est sous-peuplé, qui a de riches possibilités, et qui n'a pas du tout été hispanisé, mais qui est resté français. Et c'est cela que la France récupère en 1800. Mais on va voir au cours d'une troisième série de vidéos sur la Louisiane que la France n'a pas pu se maintenir là-bas. On va voir pourquoi. Et on terminera ensuite, donc dans longtemps encore, puisque j'ai dit que j'allais rester de manière assez importante là-dessus. C'est un sujet qui est très important, qui a des ramifications jusqu'à l'histoire actuelle et dont on parle peu. Donc on verra au final la fin de la Louisiane française. Et la prochaine fois, ce sera l'impossible maintien des Français en Louisiane, et on verra au cours de 3 vidéos pourquoi les Français n'ont pas pu se maintenir dans cette colonie qu'ils venaient de récupérer.